Bonjour Loïc. Bonjour Benoît, bonjour Jeanne. Alors on est là aujourd'hui pour parler du Lab Pôle emploi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais et ce qu'est le Lab Pôle emploi? Alors, je suis Loïc Romeau, je suis responsable du Lab Pôle emploi, qui est au sein de la direction de la stratégie, de l'innovation et de la responsabilité sociale des organisations à la direction générale. Donc le Lab, c'est quoi? C'est d'abord un lieu qui est dédié à offrir en fait un panel de services à la fois sur la créativité, sur le prototypage rapide, sur l'incubation de projets d'innovation. Et comment est positionné le Lab dans l'organisation de Pôle emploi? Alors le Lab est positionné, d'abord il est rattaché à la direction de la stratégie comme je l'ai indiqué, et de l'innovation et de la responsabilité sociale des organisations. C'est une structure qui est dans l'organigramme de la direction générale. Ce qui est intéressant, c'est que le Lab est positionné en transverse de tous les domaines métiers, je dirais, de Pôle emploi. Donc puisque le Lab de Pôle emploi, même s'il y a une dominante importante du digital et du numérique, l'innovation et le Lab agit également aussi bien sur l'immobilier que sur les ressources humaines, donc les différents grands métiers en fait de l'organisation. Comment sont prises les décisions? Qui sélectionne les projets? Alors tout ça c'est corrélé en fait à l'offre de service en fait du Lab. Donc on a une offre de service qu'on appelle co-conception flash. La co-conception flash est sur un format assez court de 2 à 3 jours. Et là, la décision me revient dans une première étape. Je vais regarder l'éligibilité en fait de la demande en regardant des critères bien précis, notamment un critère qui consiste, puisque le propre du Lab c'est bien mixer l'interne et l'externe, c'est pas rester entre soi. Donc là, ça va être aussi un élément un peu qui va être important pour moi. Et je vais surtout vérifier aussi que le sujet qui est demandé est bien porté. Qui est bien un portage, pour s'assurer que derrière il va se passer quelque chose, pour aller, qu'il y ait une sorte d'action concrète derrière qui va se dérouler. Et ça c'est un élément important. Et donc donc je prends le premier niveau de décision. Et puis tout de suite dans les jours qui suivent, on organise ce qu'on appelle une réunion de qualification entre le sponsor, donc le commanditaire, qu'on appelle sponsor, avec son équipe projet. Et côté du Lab, je suis présent avec des facilitateurs du Lab pour justement qualifier, bien comprendre le sujet qui nous est demandé et commencer à s'organiser pour préparer un deuxième go-no-go, un deuxième niveau de décision qui là est pris avec le directeur de la stratégie de l'innovation et de la responsabilité sociale des organisations, qui lui va regarder avec nos entrants, nos éléments qu'on a pu lui rapporter par rapport à la réunion de qualification, va avoir ce regard de priorisation. Parce que on est beaucoup sollicité, beaucoup de demandes nous parviennent et qu'à un moment donné, il va falloir prioriser des sujets puisque pour préparer une session et qu'il y ait une qualité en sortie d'une session, il faut un temps de préparation et donc il y a une capacité à répondre et à faire. Et donc c'est important d'avoir ce regard de priorisation. Ça c'est sur le format co-conception flash. Sur l'autre offre de service, qu'on appelle accélérateur de projet, on a bénéficié de la conception de l'Emploi Store. Là, pour le coup, c'est le directeur général et le comité de direction générale qui prend la décision, parce qu'on mobilise en fait le Lab entre 8 à 10 semaines et on ne fait qu'un seul sujet. Pourquoi ce sujet-là? Parce qu'il est jugé comme éminemment stratégique et sensible, sur lequel il faut obtenir des résultats très rapidement. Et dis-nous Loïc, qui travaille dans ton laboratoire? Alors d'abord c'est une équipe d'à peu près une dizaine de personnes avec des effectifs permanents, des effectifs qui ne le sont pas. Il y a au moins un binôme de facilitateurs qui sont formés à la méthode. Donc un facilitateur c'est quoi? C'est en fait des personnes d'abord qui vont intervenir à différentes étapes d'une session Lab. Donc déjà dans la préparation, ils vont se mettre en mode veille pour bien apporter les bonnes réponses par rapport à la commande qui nous est passée, en fonction de la thématique. Et puis, ils vont avoir à préparer à ce qu'on appelle un design de séquencement. Puisque sur une session de 2 jours, il peut y avoir une vingtaine de séquences qui vont s'enchaîner. Et chaque séquence a un objectif et un but bien précis. Et donc, ça va être le travail des facilitateurs qui vont itérer avec le sponsor et avec son équipe projet, pour bien s'entendre sur le séquencement et les interventions des uns et des autres.
Mais les facilitateurs, d'abord il y a un des facilitateurs qui va être en lead, qui va être en fait la personne qui va être reconnue, qui va être un peu le fil rouge d'une session, et qui va en fait passer un certain nombre de consignes à l'ensemble des participants d'une session. Il va être appuyé d'un facilitateur qui lui va être garant un peu du process sur tout le déroulé de la session. Et puis le facilitateur, lui, pendant la session, va faire en sorte que les participants puissent exprimer leurs idées, leurs convictions sur la base de leur expérience. C'est ça le propre de l'intelligence collective. Et puis les facilitateurs, ils ont aussi un rôle après une session, post-session, puisque il va y avoir à restituer, puisqu'on ne perd rien au lab. Tout ce qui peut être exprimé, écrit au lab est capturé. D'ailleurs, j'en reviens donc à l'organisation pendant une session. Effectivement, il y a un rôle, comme je le disais, de lead facilitateur, d'appui à la facilitation. Il y a aussi la gestion de l'environnement. Donc il y a 1, 2, voire 3, en fonction de la complexité de la session, qui vont s'occuper de la gestion de l'environnement. C'est comme une pièce de théâtre où le décor va bouger. Et ben, d'une séquence à une autre, le décor, les ateliers peuvent se moduler, et c'est important d'avoir des personnes qui anticipent sur la séquence d'après. Et puis il y a aussi des personnes qui vont être identifiées pour capturer tout ce qui peut être écrit au travers des post-it, des post-it géants, des paper brown, avec de la photo. Et puis donc une session, c'est une alternance en fait de séquences en atelier et de séquences en plénière, en restitution. Et là, même en plénière, tout ce qui peut être dit est filmé. Donc on garde une trace absolument de tout. Et c'est toute cette matière qui va être amenée à être travaillée pour être restituée au commanditaire. Et d'ailleurs, on va le faire avec l'équipe projet du commanditaire, pour que justement le passage de témoins se passe le mieux possible, et que la transférabilité entre une session lab et le projet, qui lui va poursuivre, se fasse le plus naturellement possible. Alors au sein du lab, on a aussi, puisque comme je le disais, on a plusieurs séquences, mais donc on a un souci, c'est le temps. Parce que quand on a 20 séquences qui s'enchaînent, il faut être très précis sur la gestion du temps. Et donc on a un maître du temps, et qui va être en plus en charge de la musique, parce qu'au lab il y a de la musique, et à la fois qui crée un peu une ambiance à l'accueil, mais qui va rythmer aussi toutes ces séquences. Et qui aussi favorise en fait aussi l'expression des participants. Il y a également la communication. Au sein de l'équipe, il y a des community managers qui vont être en charge de la mise à jour du site internet du lab, www.lelab-emploi.fr, et qui vont être aussi en charge de l'animation des réseaux sociaux. Donc, nous sommes présents sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, et donc on fait du live tweet en fonction des sessions. Et donc voilà, c'est important aussi de donner une résonance, et le lab d'ailleurs transforme aussi l'image de Pôle emploi au travers de cette action. Et côté logistique, est-ce que vous avez un poste particulier ? Tout à fait. Alors il y a un rôle, et d'ailleurs ce rôle-là est très éminemment important pour faire tourner justement un lab, puisqu'il y a beaucoup de logistique, il y a de la planification déjà, puisqu'il y a un planning à tenir, et puis il y a à faire des commandes, il y a des fournitures, à bien vérifier que les stocks soient toujours disponibles. Et voilà, et puis il y a un suivi budgétaire, donc il y a aussi des commandes, des factures à régler en fonction des prestations que nous sollicitons aussi. Et si tu pouvais nous donner un conseil pour constituer une équipe idéale, ce serait quoi ? Alors avant tout, c'est un esprit justement d'équipe. Un esprit d'équipe, il faut chercher la cohésion entre l'équipe. Il faut que ce soit on est un peu dans la solidarité, l'entraide. Voilà. Et puis le propre aussi des personnes qui participent au lab, c'est d'être dans la bienveillance. Et puis lors d'une session, c'est d'être dans l'écoute, c'est de favoriser le partage, faire en fait que tout le monde puisse s'exprimer. Et voilà. Et donc il faut aussi avoir un bon relationnel, et être toujours dans cet esprit de recherche de solutions.
Côté budget, comment ça se passe? Côté budget, alors là, il faut savoir qu'un lab, ça représente quand même un coût. Alors bien évidemment, tout dépend de ce qu'on met derrière un lab. Il peut y avoir effectivement des labs physiques incarnés par un lieu. Alors tout dépend bien sûr de la surface, tout dépend de l'ambition de l'offre de service qu'on veut y mettre. Ça peut être aussi un lab itinérant. Donc il y a plusieurs formules, donc c'est difficile. Néanmoins, il y a un budget d'investissement. Et ce budget d'investissement, il ne faut pas le voir comme un poste de dépense, puisque le retour sur investissement va être très rapide. Je prenais l'exemple de la conception de l'emploi store. Ce qu'on fait en 9 semaines, en équivalent classique, on l'aurait fait en 6 à 8 mois. Forcément, le temps, c'est de l'argent. Et donc il faut voir effectivement qu'il y a un investissement, il y a un coût d'entrée, mais très rapidement, on s'y retrouve. Et est-ce que le laboratoire finance les projets? Le laboratoire ne finance pas les projets. C'est les équipes projets, chaque projet a son budget qui est attitré. Par contre, nous, on apporte notre pierre à l'édifice avec notre propre projet, puisqu'en fait, le lab a sa propre structure budgétaire. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de postes budgétaires? Oh, alors là, il y a des postes. Alors, on parlait de la logistique. Faire tourner un lab, effectivement, c'est beaucoup de consommation à la fois de post-it, de paper brown, de post-it géants et de fournitures, de marqueurs, effaçables ou pas d'ailleurs, parce qu'au lab, nous avons beaucoup de murs en tableau Velleda et donc il y a tout un aspect fourniture qui est important. On fait appel aussi à des prestations de prestataires de services, notamment pour un rôle particulier au lab, dont je n'ai pas parlé précédemment, c'est le facilitateur graphique. Donc on fait appel à un illustrateur qui va venir pendant une session pour faire du scribing, faire des illustrations qui va capter en fait les émotions, les mots-clés qui vont être exprimés par les participants. Et donc là, c'est une compétence tout à fait particulière. Et donc là, on fait effectivement appel à cette prestation. Est-ce que la compétence design est indispensable dans un laboratoire? La compétence design, à mon sens, est totalement obligatoire. Et quand je dis design, c'est design de service. Le mot design est beaucoup utilisé. Et le design de service associé au prototypage rapide est un élément très puissant en terminaison justement d'une session collaborative. Est-ce qu'on peut faire un lab sans argent? Et non, on ne peut pas faire de lab sans argent. Il faut une mise de fonds, mais comme je le disais précédemment, on s'y retrouve très facilement. Merci Loïc. Merci Loïc. De rien. À Merci bientôt. à vous.